Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre pratique de Yin Yoga. On va commencer par la seule posture de Yin Yoga qu'on fait sur nos pieds. Si vous avez des briques, prenez-les. Si vous avez des coussins aussi, prenez-les. On va faire une version en fait de la poupée de chiffon. Donc, vous allez vous installer sur vos pieds, mais gardez vos genoux bien pliés. Et pourquoi pas poser vos mains sur des briques ou sur un empilement de briques ou vos coudes. Relâchez votre tête. Il devrait y avoir normalement un contact entre votre ventre et vos cuisses puisque vous avez bien plié les cuisses. Relâchez bien les cervicales, laissez le sommet du crâne fondre vers l'avant. Et acceptez cette inversion, puisque c'est aussi une inversion. Et utilisez cette posture pour vous installer dans la pratique. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire et laissez-vous être. Laissez-vous fondre, laissez-vous vous densifier. Vous alourdir, vous abandonner. Bien sûr, si au cours de la pratique, il y a trop de sang qui afflue trop vite dans la tête, et qu'il y a des contre-indications de pression oculaire, eh bien, remontez gentiment, faites quelques mouvements de la tête, mais si vous pouvez, restez. Allongez vos respirations. Sentez le bas du dos qui se décomprime complètement après avoir supporté le poids de la colonne, de la tête et des épaules toute la journée. Sentez comme chaque inspiration lui permet de créer de l'espace. Et chaque expiration lui permet d'utiliser cet espace. Si vous avez, comme moi, les briques, posez les mains sur les briques. Redressez-vous à moitié. Et faites quelques petits mouvements sur place en pliant, dépliant un genou. Relevez la tête pour que finalement vous sentiez le sang quitter un petit peu. Faites quelques mouvements avec la mâchoire, serrez, desserrez les dents, faites quelques grimaces. Envoyez les fessiers vers l'arrière en pliant, dépliant les genoux tranquilles. Puis utilisez vos briques si vous en avez besoin sous vos talons pour Malasana, la guirlande. Donc vous venez poser, si vous en avez besoin, vos talons sur les briques. Si vous n'en avez pas besoin, évidemment, n'utilisez pas de briques. Vous avez besoin d'utiliser les briques si les talons ne touchent pas le sol, parce que si les talons ne touchent pas le sol, vous sentirez qu'il y a une contraction, le poids vient sur l'avant des pieds. Et là, on cherche à s'asseoir sur les talons comme on fait en Asie, comme on fait en Afrique. Il y a plusieurs variantes, on peut en explorer quelques-unes. La variante, on va dire, la plus détendue, celle que les Asiatiques peuvent avoir pour préparer à manger ou discuter. Une version un petit peu plus sur les hanches, où vous allez pousser gentiment les épaules, les coudes à l'intérieur des cuisses
et gentiment ramener les mains l'une contre l'autre. Et une version un peu plus yin, un peu plus de traction dans l'arrière du cou, où vous entrelacez les doigts et vous laissez l'arrière du cou se décomprimer. Voilà, choisissez votre version. Vous le savez, j'insisterai jamais assez, il n'y a pas de bonne version. Ce que vous cherchez, c'est vous installer dans un inconfort, accepter cet inconfort, l'accueillir, et ne chercher une variante de la posture plus avancée que si l'inconfort disparaît trop. Le gain de souplesse en yoga n'est pas un but, c'est une conséquence de la recherche d'un confort. Donc, on n'a pas d'autre raison de faire du yoga que celle d'être bien dans son corps sur le long terme. Et ce que l'on aimerait voir comme résultat, comme un changement de poids, de masse musculaire ou de souplesse, ce ne sont que des conséquences d'une pratique disciplinée, régulière, bienveillante. Respirez par le ventre et continuez de vous installer dans cette séance. C'est marrant tout ce qu'on peut faire avec le souffle, hein, si vous êtes vraiment concentré, que le corps se relâche dans cette posture et que vous n'avez que le souffle pour la moduler, eh bien, vous devriez sentir votre bassin à l'arrière comme il évolue quand vous inspirez et quand vous expirez. Ne crispez pas le visage, ne crispez pas la mâchoire. On y est presque. Respirez confortablement. Posez lentement les mains derrière vous. Lentement, lentement, lentement. Mettez du poids sur vos mains et tendez les jambes devant. Alors, elles vont vous paraître pas mobiles du tout. Allez-y doucement. Ah, on a l'impression momentanément d'avoir presque vieilli. Et on vient secouer un petit peu les pieds. Ah, on vient secouer les pieds et faire quelques cercles avec les chevilles. Dans un sens, pointer, fléchir, écarter les orteils. Dans l'autre. On va venir s'occuper de notre colonne vertébrale. Après, un petit passage, et avant un petit passage dans un chien tête en bas, mais un chien tête en bas de mollesse, où on vient glisser un peu de gauche à droite, glisser un peu le bassin, allonger un peu la colonne en pliant les genoux, et surtout rester très lascive, vraiment très calme, très guide, jusque dans des postures qui sont de transition, même dans les mouvements, ce qui vous aidera pour votre pratique de hatha. Posez les genoux au sol, utilisez un coussin ou des briques si vous en avez besoin, pour une posture du sphinx. Alors pour ce soir, je choisis de vous montrer la version avec les briques, mais ce n'est pas celle que vous devez faire, c'est celle que je fais parce que mon corps est prêt ce soir à la faire et en a besoin. Mais vous pouvez très bien commencer par quelque chose de beaucoup plus sobre et petit à petit, en fait,
Demandez à votre corps un peu plus. En fait, c'est presque comme si vous essayiez de vous relaxer, presque de vous endormir dans la posture, c'est-à-dire que les chevilles sont complètement laxes. Les cuisses également, les fessiers également, ce n'est pas un cobra ou une sauterelle comme dans la pratique de Hatha, c'est un sphinx. Alors un sphinx peut être au sens de la statue, c'est-à-dire un sphinx établi en lui-même, immobile. Et dans cette posture du sphinx, eh bien, jouons un peu à se poser des énigmes, au-delà de celles qu'on connaît du sphinx qui pose dans la mythologie. Une énigme que vous connaissez peut-être, mais qu'il est bon de rappeler, qui est marrante. On pose la question, qui suis-je? Je suis mieux que Dieu, pire que le diable. Les riches ont besoin de moi, les pauvres me possèdent, et si on me mange, on meurt. On croit extérieurement qu'il ne se passe rien en yin, mais il se passe beaucoup de choses quand on respire. Une pratique déstabilisante pour les débutants parce que on a l'impression d'un point de vue extérieur qu'il se passe bien, rien, mais pour des gens comme vous qui commencez à approfondir votre pratique véritablement, vous sentez tout ce que votre souffle est capable de faire lorsque les muscles sont au repos, comme il peut travailler de concert avec la gravité pour comprimer, décomprimer votre corps et lui permettre de rester sain. Les disques vertébraux ont besoin d'être comprimés et décomprimés. Sinon, ils s'amenuisent jusqu'à devenir rigides, secs et fins, jusqu'à autoriser les crêtes vertébrales à se toucher, à pincer les nerfs, et jusqu'à des fois qu'il soit tellement tard qu'il faille cimenter les vertèbres pour calmer les douleurs au prix de la mobilité. Si votre corps s'est ouvert et que l'inconfort n'est plus là, vous pouvez passer les derniers instants en levant les coudes. Respirez bien. Et venez tout doucement vous poser au sol. Glissez le bassin de gauche à droite. Poussez sur vos mains. Venez trouver juste transitoirement une petite posture de l'enfant où vous poussez sur le bout des doigts et vous glissez un peu le bassin de gauche à droite, vous relâchez la mâchoire.
Et puis, vous allez venir vous installer pour un sphinx sur le côté. Donc, vous allez installer votre coude gauche sur le tapis ou sur une brique. Donc, ici encore, une fois de plus, j'utilise une brique, mais vous n'êtes pas obligé. Je ne le fais pas systématiquement non plus tous les soirs. Alors, c'est une variante du sphinx et on se rappelle un peu de cette énigme qu'on s'est posée tout à l'heure. Et si on ne connaît pas la réponse, on devrait être un peu dubitatif face à une énigme pareille, puisque qu'est-ce qui pourrait être mieux que Dieu, à la fois pire que le diable? Comment quelque chose peut être possédé par les pauvres, qui normalement sont définis par le fait qu'ils ne possèdent rien, et à la fois demander, être nécessité par les riches? C'est peut-être forcément quelque chose d'abstrait, mais si c'est quelque chose d'abstrait, pourquoi quand j'en mange, j'en meurs? Je suis mieux que Dieu, pire que le diable. Les riches me possèdent, les pauvres me possèdent, les riches ont besoin de moi, et si on me mange, on meurt. Toujours cette respiration profonde. Et vous devriez sentir les côtes à gauche qui s'ouvrent sous l'effet de cette inspiration, beaucoup plus efficacement qu'elle ne s'ouvrirait si vous forciez avec autre chose que la respiration, d'autres muscles. Si l'inconfort a disparu, vous pouvez toujours rajouter une brique ou tendre la main, sinon, laissez-vous être, laissez-vous macérer dans cette posture. Et puis, tout doucement, sortez de la posture en venant probablement vous allonger sur le ventre. Et avec paresse, avec calme, en sentant peut-être la différence entre les deux côtés, venez vous installer sur l'autre coude, pour moi c'est le coude droit, et vous installer dans le sphinx sur le côté, sur l'autre côté. Alors, s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas la réponse à cette énigme, le suspense devient presque insoutenable. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu de mots? Est-ce qu'il s'agit
d'une référence culturelle? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'érudit, de savant? Dans quel tiroir de mes connaissances suis-je censé puiser? Est-ce mon esprit déductif? Est-ce ma culture? Est-ce ma mémoire? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ce que l'on considère comme le mieux, Dieu, et à la fois pire que ce que l'on considère comme le pire, le diable, à la fois être nécessité par ceux qui ont tout, possédé par ceux qui n'ont rien, à la fois être mangé. Et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on puise dans des connaissances, dans des références, et plus on cherche et moins on trouve, parce que la réponse, c'est rien. Rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable. Les riches n'ont besoin de rien, les pauvres n'ont rien. Et si on mange rien, on meurt. Alors, ça veut peut-être dire que des fois, à trop vouloir chercher une réponse, eh ben, on s'en éloigne. Ça veut peut-être vouloir dire qu'à trop vouloir, raisonner par le mental, contrôler, eh bien, on finit par s'éloigner d'une certaine forme de vérité, une certaine forme d'intuition. C'est Henri Poincaré qui disait « c'est avec l'intuition que nous trouvons et avec la raison que nous prouvons ». Il a été connu pour avoir fait de belles découvertes en mathématiques, notamment sur la géométrie elliptique, et des visions qu'il a eues en mettant le pied, en montant dans le tram, alors qu'il était encore étudiant à l'école des mines, je crois. Ce n'est pas quand on cherche que l'on trouve, c'est quand quelque part on arrête de chercher. Parfois, certaines grandes théories sont vues en rêve. On a l'impression que les choses viennent plutôt qu'on les a construites. Et on les construit ensuite, on les consolide par la raison. Tout doucement, sortez de la posture. Dirigez-vous vers une petite posture de l'enfant. Poussez les mains de gauche à droite. Et si c'est accessible pour vous, venez trouver la posture du héros et venez faire quelques mouvements intuitifs des bras. Alors, vous pouvez faire des cercles avec les coudes. Vous pouvez ouvrir et refermer la poitrine en éloignant et en rapprochant les coudes. Vous pouvez entrelacer les doigts, rouler les épaules, libérer la poitrine. Et venir vous redresser sur les genoux, poser le front puis le sommet du crâne au sol et laisser vos épaules passer par-dessus. Restons dans cette posture quelques instants.
Tout doucement, sortez de la posture. Prenez la mesure, venez faire quelques petits mouvements du chat organique. Glissez le bassin de gauche à droite. Creusez le dos à l'inspiration. Rentrez le ventre à l'expiration. Arrondissez le dos. Puis venez pousser sur les doigts de la main gauche, lever la main droite vers le ciel et venir glisser la main droite sous l'épaule gauche, venir avancer votre front, poser votre tempe au sol, utilisez votre bras droit comme levier, évitez que vos fessiers ne glissent trop vers la gauche, ramenez-les vers la droite et respirez dans cette épaule droite qui se referme. Trouvez encore une fois la juste mesure dans votre posture, ni trop, ni pas assez. Bras droit incliné. Essayez de gommer les tensions musculaires résiduelles, surtout celles autour des zones que vous cherchez à étirer. Poussez gentiment sur la main gauche, levez la main droite vers le ciel. Venez faire 3 cercles vers l'avant avec le bras droit. Puis 3 cercles vers l'arrière. Et puis, reposez la main au sol. Éventuellement, redirigez-vous à nouveau vers la posture du héros. Sentez la différence entre les deux côtés. Dandinez lascivement de gauche à droite. Voyez si vous sentez une différence dans les deux épaules. Puis, reprenez la posture du chat. Levez cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Et glissez-le inerte sous l'aisselle droite. Calez le bassin vers la gauche. Poussez gentiment sur la main droite. Relâchez le visage. Règle numéro 1, trouver le bon inconfort, la bonne posture, la bonne frontière. Règle numéro 2, offrir de l'immobilité. Règle numéro 3, laisser faire le souffle, le temps, la gravité. Sans même chercher à faire quelque chose.
Poussez gentiment sur la main droite, levez la main gauche vers le ciel dans une inspiration. 3 cercles vers l'avant, au rythme de 3 respirations, bien entendu. On inspire quand on ouvre et on expire quand on ferme. 3 cercles dans l'autre sens. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Reposez les mains au sol. Inspirez, chat. Expirez, petit chien tête en bas, tranquille. Pédalez un peu sur place. Bougez un peu la mâchoire de gauche à droite. Faites quelques grimaces. Puis venez vous allonger sur le ventre. Ouvrir votre bras droit de telle sorte à ce qu'il fasse un angle à 90 degrés. Et puis vous pouvez lever un peu le coude, le mettre un peu plus haut. Vous pouvez ajuster cet angle en fonction de votre anatomie. Et vous allez ouvrir l'épaule dans l'autre sens en glissant sur votre côté droit. Donc cette fois-ci, c'est le pectoral qui s'ouvre. C'est un peu comme ce qu'on disait dans la première énigme du Sphinx tout à l'heure. Il n'y a rien à chercher dans notre pratique. Et tout viendra lorsque l'on ne cherche plus rien. C'est à force de chercher quelque chose à l'extérieur qu'on perd un espace à l'intérieur. Ça peut être un espace trivial, grossier, comme une mobilité que l'on perd, mais ça peut être aussi une souplesse intellectuelle, morale, adaptabilité. On devient revêche au changement. On devient plein de certitudes. On n'écoute plus. On a déjà vu, déjà fait. Ça ne nous intéresse plus. Essayons à travers notre pratique de rester accueillant, souple, adaptable. Joyeux, en capacité de s'émerveiller, attentif à l'écoute. Tout doucement, on revient au centre et on change de côté. On vient sur le ventre, poser le bras gauche à 90 degrés. On lève un peu le coude peut-être. Et on vient se poser sur le flanc gauche. On peut garder la main droite au sol, bien sûr. Vous devez éviter les sensations un peu électriques qui seraient dues à des compressions de nerfs que l'on ne cherche pas au niveau du plexus brachial. Un plexus, c'est une zone de concentration de nerfs. On a les plexus brachiaux, le plexus solaire, en dessous du sternum. Et parfois, lorsqu'on applique une pression à ces endroits-là, on peut avoir des sensations électriques de messages nerveux qui passent moins facilement. Les messages nerveux le long des nerfs et de nature électrique, des sauts d'électrons facilités par une substance qui s'appelle la myéline. Et lorsqu'on comprime tout ça,
on empêche le bon flux d'électrons. Le corps nous le fait savoir par cette sensation un petit peu électrique, désagréable, que l'on ne cherche pas en yoga, on ne cherche pas à étirer ses nerfs, on cherche à étirer son corps pour que ses nerfs et ses fibres nerveuses trouvent leur place entre les fibres musculaires, puisqu'elles sont intriquées. Lorsque l'on coince un nerf entre des fibres musculaires, ça a dû vous arriver, c'est assez désagréable. Parfois une intervention externe pour nous remettre en place. Voilà, si vous sentez quelque chose d'un peu bizarre au bout des doigts, ça aussi, hein, c'est des compressions que l'on ne cherche pas. Et tout doucement, on revient. On pousse sur les mains. Et on vient chercher un dernier petit chien tête en bas, lentement. Puis on inspire sur la pointe des pieds, on expire, on pose les genoux au sol. Et on vient poser ses fessiers sur le sol. Si on a eu une blessure à l'arrière des genoux, une blessure sur les ligaments croisés, ou si on a l'arrière des jambes un petit peu rigide, on peut placer des briques ou des coussins sous les genoux. On vient écarter les jambes. Et on va venir d'abord se pencher vers l'avant et vous pouvez vous pencher sur des coussins ou sur une pile de coussins. Alors, une autre petite énigme. Dans le même ordre d'idées que la première, pendant que votre corps s'étire. C'est toujours qui suis-je? On peut me voir, mais je ne pèse rien. Si on m'ajoute à un objet, l'objet en question baisse de masse, pèse moins lourd. Qui suis-je? On peut me voir, mais je ne pèse rien. Si on m'ajoute à un objet, cet objet en question baisse de masse. Il faudrait, pour rendre peut-être plus justice à une telle énigme, que je prenne la voix du père Fouras. Mais on va se contenter de laisser décanter cette énigme pendant que notre corps s'offre à la gravité. Vous pouvez d'ailleurs avoir les paumes de main vers le ciel pour vous empêcher de tirer, de pousser. Et encore une fois, j'insisterai jamais assez sur la nécessité d'avoir des coussins. Si votre corps s'appuie sur un soutien, sur un support, il se protégera moins de la posture et vous aurez plus de bénéfices plus rapidement.
Respiration ventrale. Laissez être, laissez faire. Tout doucement, poussez sur les mains, redressez. Aidez vos jambes à se replier. Gardez les briques si vous en avez besoin. On va faire un papillon, mais un papillon version yin, donc vous écartez un peu les pieds. Vous faites en gros un carré, mais un carré renversé. Et là aussi, les briques vous seront presque indispensables. Il vaut mieux, par exemple, être comme ça, plutôt qu'être comme ça. Votre corps se protégera moins de la posture. Donc, vous pouvez mettre des briques à l'extérieur et empiler des briques ou des coussins pour venir vous pencher dessus. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir et qui ne pèse rien? Bon, il y a des choses dont on voit l'effet, comme le vent. On ne le voit pas peut-être en tant que tel, mais on voit les feuilles bruisser. Mais bon, le vent est un mouvement d'air. L'air a un poids de l'ordre de 29 grammes par mètre cube. Ajouter de l'air à un objet ne fait pas baisser l'objet de masse. Alors, il y a d'autres choses, si on réfléchit bien, que l'on peut voir, mais qui ne pèsent rien, par exemple une ombre. On peut voir une ombre, on peut montrer du doigt une ombre, mais cette ombre en tant que telle ne pèse rien. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres choses déjà que l'on peut voir et qui ne pèsent rien. À moins que ce soit des choses abstraites, je peux en quelque chose voir la bonté de quelqu'un, mais elle ne pèse pas vraiment quelque chose. Maintenant, en quoi ajouter quelque chose d'abstrait comme la bonté ferait baisser un objet de masse, tout d'un coup, ça redeviendrait concret à nouveau. Alors, la réponse n'est pas rien. Ce serait trop facile. Parce que est-ce qu'on peut vraiment rien voir? Non. Même si on ferme les yeux, on verra toujours quelque chose. On peut me voir, mais je ne pèse rien. On ajoute à un objet, l'objet baisse de masse. Ne cherchez pas de réponse finalement, on n'est pas là pour utiliser notre mental. On est là justement pour voir ce paradoxe où même dans des circonstances où on pense qu'on trouvera la réponse par le mental, eh bien, elle ne viendra pas par le mental. Alors imaginez quand les problèmes sont inventés par le mental et que l'on utilise le mental pour les résoudre. Combien de fois peut-être la sagesse populaire, la sagesse de l'expérience nous dit de finalement attendre, laisser voir ce qui se passe, ne pas trop anticiper, ne pas trop construire de scénarios embranchés. Alors, s'il se passe A, je ferai ça. S'il se passe B, je ferai ça. S'il se passe C, je ferai ça. Et finalement, en attendant, on se rend compte qu'il ne s'est passé ni A, ni B, ni C. Et que le temps que l'on a passé à prévoir A, B et C, on est passé à côté du moment présent
d'une fraction de notre existence finie. Tout doucement, poussez sur les mains, redressez-vous, enlevez les briques si vous les avez. Posez les mains derrière vous, ramenez les genoux un peu, on va dire, laissez fondre les genoux un peu l'un contre l'autre. Alors là, chez moi, par exemple, après de telles ouvertures, mes genoux ne se touchent pas. Et pourquoi? Parce que mes hanches sont loin. Donc pour l'instant, je reste, vous pouvez creuser un peu le dos et ensuite, vous pouvez faire quelques petits mouvements d'essuie-glace. Au bout d'un certain temps, vous constaterez que vos mouvements d'essuie-glace deviennent moins désagréables. Ce sera peut-être le moment de rester d'un côté. Puis changer de côté et rester de l'autre. Je pense que c'est vraiment dans la pratique du yin qu'on prend conscience de cette dualité de l'inspiration et de l'expiration, qu'on utilise encore mieux ensuite dans la pratique de hatha, où il faut en plus solliciter les muscles. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir qui ne pèse rien et qui, ajouté à un objet, lui fait baisser de masse? Bien, il s'agit, peut-être que vous l'auriez deviné, d'un trou. Je peux voir un trou. Le trou en tant que tel est presque une idée, ne pèse rien. Et effectivement, si je fais des trous dans un fromage, je lui enlève de la matière et il ne pèse moins. Donc encore une fois, c'est toutes ces petites énigmes pour nous dire que finalement, il y a certaines choses qui se résolvent moins facilement par la réflexion que par une sorte de retour à l'évidence. Revenez au centre. Secouez un petit peu. Quelques cercles à nouveau avec les chevilles. C'est un peu comme savoir si un fruit est comestible au final. On a tendance, on est tellement dans le mental qu'on a tendance à dire, bon, ben, je vais voir sur Internet, je vais prendre le fruit en photo, je vais demander à quelqu'un, mais au final, on le sait, il suffit de le sentir, de le malaxer, de pointer le bout de sa langue dessus, et c'est ce qu'on a fait depuis des millénaires. On sait ce qui est comestible ou pas. On a moins besoin du mental peut-être que ce que l'on croit. On va venir s'installer sur le dos. Faire une belle torsion. Donc, je vous propose de mettre des coussins sur votre gauche. Et de faire la torsion qui vous convienne. Vous pouvez croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Quoi qu'il arrive, décalez le bassin vers la gauche. Envoyez les deux genoux vers les coussins, décalez le bassin vers la droite.
Et envoyez les deux genoux vers la gauche sans décoller l'épaule droite. Et respirez. Sentir à la fois la hanche se refermer, l'épaule se réouvrir. Alors qu'au bout d'un bout de temps, ou si vous avez des postures où vous avez beaucoup de mobilité, ben là, vous voyez que moi, j'utilise un coussin lourd. Donc, c'est un coussin un peu plus lourd et je le mets sur mes jambes pour rajouter du poids. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible au bout d'une certaine pratique. Quand l'inconfort est plus difficile à atteindre. Respirez par le ventre. Tout doucement, sortez de la posture. Décroisez la jambe droite, éventuellement secouez-la un petit peu vers le ciel. Et sans changer vos coussins de place de côté, décalez le bassin vers la gauche cette fois-ci. Si vous l'avez fait de l'autre côté, croisez la jambe gauche cette fois-ci au-dessus. Envoyez les deux genoux vers votre droite sans décoller l'épaule gauche et en respirant paisiblement.
Tout doucement, sortez de la posture. Recalez le bassin, enlevez les coussins. Secouez un peu la jambe gauche vers le ciel. Et puis, vous pouvez glisser un coussin sous vos fessiers. Envoyez aussi la jambe droite vers le ciel et secouez les deux. Et vous pouvez même secouer aussi les mains. Pas forcément trop vite, pas forcément trop fort. On va rester un petit peu. Secouer, secouer. Puis relâchez les mains, laissez garder les pieds à 90 degrés, restez. Le haut du corps est complètement inerte. Le coussin devrait vous permettre de lever les jambes sans effort musculaire. Restez les yeux fermés. Les jambes tellement immobiles que vous finissez par presque plus les sentir. Le souffle apaisé. Et on va venir trouver notre relaxation. Shavasana, les jambes allongées, des coussins où il en faut, sous les genoux, sous la tête. Une couverture si on a besoin. Allongé sur le dos, les mains le long du corps. Le corps relâché, le souffle apaisé et le mental également calmé. Vous n'avez plus rien à faire et c'est peut-être ça le plus dur. Dans un monde où il y a tellement de choses à être, tellement de choses à faire, tellement de choses à réussir. Eh bien, ici, il n'y a rien à réussir, rien à rater, rien à être particulièrement. Rien d'autre que cette sensation du corps qui se densifie, qui s'abandonne, qui s'offre. Un esprit apaisé dans un corps apaisé.
Allongez votre respiration et laissez cette reprise de contrôle sur votre respiration réveiller très lentement votre corps sans ouvrir les yeux. Venez vous asseoir paisiblement. Il n'y a rien de spécial à voir, donc bougez doucement, n'ouvrez même pas les yeux. On va terminer notre pratique posturale par un peu de respiration, par la respiration alternée, Nadi Shodhana. On va faire les premiers cycles ensemble et je vous laisserai ensuite faire les autres cycles à votre. Tranquillement, on bouche la narine droite, inspire narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, gauche. Expire, droite. Inspire, droite. Expire, gauche. Inspire, gauche. Expire, droite. Inspire, droite. Expire, gauche. Continuez à votre rythme. Sans ouvrir les yeux. Sans forcer outre mesure. Terminez tranquillement votre cycle. Puis observez quelques instants les résultats de votre pratique. Une des sensations que l'on peut avoir après avoir pratiqué le yoga, c'est une sensation d'être établi en soi-même, une sorte de plénitude sans trop plein, rien ne manque, rien n'étant trop. Au final, quand on enlève toutes ces fluctuations, toute cette souffrance, mais aussi tout cet attachement au plaisir, au déplaisir, eh bien, tout va bien. Une sorte de sentiment rassurant, enveloppant, presque quelque chose de maternel, du terrain, d'enveloppant, de rassurant. Grande et belle inspiration. On vient tranquillement frotter les mains, bâiller si on a envie de bâiller, masser son visage,
Décompresser en soufflant dans les narines bouchées, masser l'arrière des oreilles, les pavillons, les lobes, les arcades sourcilières, les tempes, le front, la mâchoire. Bravo, célébrez votre pratique. Bienvenue dans votre nuit et votre fin de soirée. Namasté.